Dès le 3 septembre 2019, 10 mesures d'urgence ont été annoncées, que je ne détaillerai pas ici, ce serait fastidieux et long, ce n'est pas le propos. Mais le 28 octobre dernier, donc tout récemment, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa, a révélé les premières propositions issues du Grenelle et qui devraient figurer dans les propositions qui seront adoptées le 25 novembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et après la remise également des conclusions des Grenelles locaux, je crois qu'il y en a 91, sur le territoire national, qui seront faites le 5 novembre. 12 groupes de travail, 65 propositions, parmi lesquelles on met peut-être un focus actuel sur la prise en charge psychologique et son cadre, la spécification des violences psychologiques, l'évolution du secret médical, un protocole détaillé d'accueil au commissariat par les forces de police, et enfin la réquisition des armes à feu, pour ne citer que les premiers. C'est assez varié. Début octobre 2019, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a publié les recommandations de bonnes pratiques concernant les réponses des femmes, concernant le repérage des femmes victimes de violences au sein du couple, l'évaluation des signes de gravité et les premières modalités d'action. Le 2 décembre 2019, enfin, aura lieu la première journée nationale des centres de prise en charge du psychotraumatisme à l'École militaire de Paris, mais bien sûr qui ne concernera pas simplement les violences conjugales. Thème d'actualité donc, si on ne peut davantage, mais simplement pour rappel, en octobre, la France compte déjà plus de féminicides que pour l'ensemble de l'année 2018. 121 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On ne pouvait rationnellement tout développer ce jour. Et les sujets traités donc au cours des 2 heures qui arrivent de la session seront donc la violence au sein du couple en période périnatale, par les docteurs Anne-Laure Sutter, psychiatre, pédopsychiatre, responsable du service de psychiatrie périnatale à l'hôpital, au service universitaire de l'hôpital Charles-Perrins, et puis par le docteur Marianne Coicot, gynécologue, obstétricienne au CHU de Bordeaux, membre du réseau de périnatalité de Nouvelle-Aquitaine. Deuxième thème, la place des enfants, témoins ou victimes, présenté par le professeur Manuel Bouvard, chef du pôle de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Charles-Perrins. Troisième point, la prise en charge initiale et l'orientation vers une filière de soins dédiée par le docteur Maïté Caumont, psychiatre référente violence conjugale de l'hôpital Charles-Perrins, et le docteur Karine Dabadi, médecin légiste responsable au CHU de Bordeaux de la cellule d'accueil urgence des victimes et agressions, le COVA. Enfin, dernier point, nous terminerons cette première session par une interrogation subtile posée par M. Éric Massé, professeur de sociologie de l'Université de Bordeaux et directeur du département de recherche Changes de l'Université de Bordeaux. Cette question est la suivante. Les violences conjugales sont-elles le fait exclusif des hommes? Je vous remercie donc et je vais laisser la place aux intervenants qui se succéderont et qui seront modérés par Maître Béatrice Larieux, avocat au barreau de Bordeaux, et par Madame Marie-Christine Lipani, qui est maître de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication et référente égalité à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Je suis Jean-François Parisano, président du collège médical du groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rassemblement des hôpitaux de Gironde sous la forme d'un GHT, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place d'un projet médical au niveau du département entre tous les hôpitaux publics. Et dans ce projet médical, effectivement, nous avons bien repéré le problème de ces violences conjugales et il y a, au sein de la filière, il y a plusieurs filières dans ce groupement, filière psychiatrie, la prise en charge des victimes de violences conjugales. Sous d'ailleurs la direction du docteur Berger, que je tiens à féliciter, qui mène un formidable travail d'ailleurs
pour développer des actions au sein des hôpitaux. Il est clair que les hôpitaux sont très mal armés face à ce mal, qui, à la fois dans la formation des médecins, et donc dans le repérage déjà. Et donc il y a un effort considérable à faire dans le repérage, principalement aux urgences. Et après, il y a tout un travail à faire sur la déclaration, principalement la déclaration par les professionnels médicaux. Et là aussi, il y a un gros travail, on l'a bien vu, dans les établissements, d'accompagnement, de formation des professionnels, afin qu'effectivement nous puissions accompagner ces victimes qui souvent, vous le savez mieux que moi, malheureusement, n'osent pas porter plainte et exprimer leur calvaire. Voilà, donc moi je voulais simplement dire que les hôpitaux de Gironde font un travail en ce sens de repérage et d'accompagnement de ces victimes. Avant de commencer, je voudrais remercier tout particulièrement le docteur Chantal Berger d'avoir organisé ces journées qui sont vraiment passionnantes et d'arriver à vous rassembler tous aussi nombreux, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous allons aujourd'hui, avec ma collègue le docteur Coicot, qui est obstétricienne au CHU de Bordeaux, prendre un temps pour échanger avec vous sur les problématiques des violences au sein du couple en période périnatale. Alors, en tant que pédopsychiatre travaillant en psychiatrie périnatale, ce n'est pas le cœur de mon métier, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés quand même régulièrement et qui, vous allez le voir dans les quelques diapositives d'introduction que je vais faire, ont vraiment un impact et sur les femmes, mais aussi sur le développement des enfants et l'avenir de la santé mentale de la famille. Alors en préalable, sur cette diapositive, j'aurais tout juste souligné que, malheureusement pour nous, la psychiatrie périnatale souffre encore d'un certain manque de finesse sémiologique et qu'en période périnatale, le terme de dépression est en fait souvent un terme générique utilisé pour qualifier toutes les dysrégulations émotionnelles à cette période de la vie. Toujours est-il que les femmes qui présentent ces dépressions anténatales ont plus fréquemment à faire face à des violences au sein de leur couple et que ces femmes ont plus fréquemment eu elles-mêmes à subir des violences au cours de leur développement. D'autre part, les travaux épidémiologiques soulignent depuis longtemps les associations entre la psychopathologie maternelle durant la grossesse et les troubles du développement des enfants. Et les résultats d'une étude toute récente, voilà, que vous avez là sur le graphique, montrent très clairement et de manière assez fascinante. Vous voyez les courbes rouges, ce sont les risques de pathologie. Alors pour le premier diagramme de pathologie dépressive, pour le deuxième diagramme de schizophrénie et pour le troisième diagramme de troubles bipolaires à venir quand la mère a souffert d'une dépression pendant la grossesse et que l'un ou l'autre des parents présente un trouble psychiatrique durant après en postpartum ou durant l'évolution des enfants. Donc vous voyez des courbes qui sont vraiment fascinantes parce qu'elles elles montrent bien l'impact et la gravité de l'incidence de ces troubles. Pour ce qui concerne la santé mentale postnatale, nous disposons de données françaises récentes à travers l'étude de la cohorte ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, qui est une cohorte de naissance française qui a débuté en 2011 et qui a inclus à peu près 20 000 enfants et leurs parents, avec l'espoir de poursuivre cette étude sur les 20 ans du développement de l'enfant, si les financements sont trouvés. Pour le moment, on en est à un suivi à 8 ans. Et notre équipe qui coordonne l'axe santé mentale de ELF a pu explorer les données sur la dépression postnatale à 2 mois de postpartum dans cet échantillon, donc qui est représentatif de la population française. Jusqu'à maintenant, les violences au sein des couples n'étaient pas systématiquement explorées dans les études sur les facteurs de risque de dépression postnatale. Et c'est une des premières fois où, dans l'étude ELF, on a pu inclure dans les variables cette exploration comme facteur de risque de cette dépression. Et les résultats ont été surprenants, puisque quand il y a des difficultés conjugales avec des insultes au sein du couple durant la grossesse, le risque de développer un épisode dépressif du postpartum est 3,26 fois plus élevé
que chez les femmes qui n'ont pas à faire face à ce genre de difficultés durant la grossesse. Les autres facteurs de risque que vous avez listés là, d'être né à l'étranger, d'avoir un niveau de ressources faible, un niveau d'éducation faible, des difficultés psychologiques durant la grossesse, des difficultés d'ajustement avec leurs enfants, qui sont des facteurs connus, reconnus, sont beaucoup moins fréquents que ces violences au sein du couple avec insulte. Un autre résultat de cette étude en population française donc, est aussi qu'il y a un facteur de protection qui est très fort, là aussi, c'est d'avoir un bon soutien conjugal pendant la grossesse. Ça protège les femmes de faire une dépression postnatale. Donc vous avez les deux sens, être soumis à des violences, c'est un facteur de risque. Si l'entente au sein du couple est de bonne qualité, c'est un facteur protecteur. Vous avez vu tout à l'heure l'impact de la dépression anténatale sur la santé mentale à venir des enfants. Vous voyez sur cette diapositive l'impact de l'anxiété et de la dépression maternelle postnatale sur la survenue d'une psychopathologie chez les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Et là, vous voyez clairement que quand vous avez à la fois de l'anxiété et de la dépression, ou que de l'anxiété ou que de la dépression, les trajectoires développementales des enfants sont bien plus mauvaise qualité que quand les mères sont en bonne santé et ne présentent aucun de ces deux troubles. Avant de passer la parole à ma collègue Marianne Coicot, quelques petites notions qui ne sont pas très gaies. Cela étant, c'est vrai que le thème de ce congrès n'est pas très gai, mais en tout cas sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que je pense qu'on partage pour travailler autour des situations anténatales à la maternité toutes les semaines dans notre staff, c'est la notion de maltraitance anténatale. Quand il y a des difficultés dans un couple au cours d'une grossesse, et notamment des violences, le fœtus est inévitablement soumis à du stress. Alors on n'a pas du tout le temps de présenter ce genre de données ici, mais le stress anténatal est également un facteur très délétère pour le développement des enfants. Et donc, cette notion de maltraitance anténatale, malheureusement, n'est pas possible à prendre en compte actuellement dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on sait qu'il y a une situation de violence intrafamiliale, prendre de mesures qui permettraient de protéger de manière systématique les enfants dès l'instant de la naissance. C'est quelque chose qu'on travaille avec les conseils départementaux. Il y a certains conseils départementaux qui acceptent de prendre en compte et de proposer des prises en charge préventives pour ces enfants, mais ce n'est pas quelque chose de national, loin de là. Et je vais finir sur ce diagramme qui vous souligne. Alors, ce sont des chiffres qui ne sont pas très connus. Je pense qu'on connaît bien. Jean-Philippe Ferrière, tout à l'heure, vous a livré les chiffres qui concernent les femmes et les homicides dans des violences conjugales. Mais il faut quand même savoir que le risque d'être tué dans sa vie, au cours d'une vie entière, est le plus élevé au cours des 24 premières heures de la vie. C'est ce qu'on appelle les infanticides. Et donc, bien sûr, quand il y a des violences au sein du couple en anténatal, bien sûr que le risque pour les enfants d'avoir des violences est élevé, mais aussi qu'il y ait un infanticide et donc un décès. Je vais donc passer la parole à Marianne pour vous présenter le travail qui est fait au sein du réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine. Je voulais tout juste remercier le réseau Périnate qui a été en Aquitaine le premier réseau à ouvrir ses portes à la santé mentale et à accepter l'adhésion d'un hôpital psychiatrique, en l'occurrence l'hôpital Charles Perrins, ce qui souligne bien tout l'intérêt que ce réseau de périnatalité apporte à la santé mentale et à la psychologie des femmes et des enfants. Marianne. Je vais commencer par quelques chiffres dont certains vous ont déjà été présentés ce matin sur les violences et leurs conséquences potentielles sur la santé, puisque la santé, c'est un ensemble de paramètres. Ça a été défini par l'OMS. Je pense que vous connaissez tous la définition de la santé. Donc, elles peuvent avoir un impact important sur la santé. Il a été démontré que les femmes victimes de violences perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé, dans le rapport de l'OMS de 2014. Et ce matin, on en a parlé, les violences intrafamiliales concerneraient au moins 6 à 7% des femmes enceintes. Au niveau de la maternité du CHU, il y a eu un peu plus de 5800 naissances l'an dernier.
ce qui fait 5500 accouchements parce qu'il y a eu beaucoup de jumeaux. Et donc j'ai calculé qu'en fait, probablement, presque 400 femmes seraient concernées par ce phénomène. 40% des violences au sein du couple débutent justement pendant la grossesse, qui n'est pas du tout une période de lune de miel, et bien au contraire. Et quand les violences existent déjà auparavant, souvent elles s'acutisent. Ce peut être des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques. Et donc le risque de maladies chroniques, d'addiction, de dépression, de carence de soins médicaux est augmenté par ces situations où tout finalement finit par s'intriquer. C'est pour ça que des prises en charge multidisciplinaires sont partout envisagées, parce que c'est impossible d'envisager ces situations différemment. Donc là, je vous montre un tableau de l'OMS, encore issu de ce rapport de 2014 sur les violences, les conséquences des violences sur la santé et le comportement des victimes. Vous voyez le troisième petit dessin qui donc évoque la femme enceinte et la femme aussi qui veut procréer ou qui va procréer. Donc il y a plus de fausses couches, il y a plus de complications des grossesses non désirées, des grossesses avec des addictions pendant la grossesse et possiblement bien sûr des toxicités fétales. Donc là, j'ai trouvé quelques chiffres. Les chiffres ne sont pas si faciles que ça à trouver dans le champ de la périnatalité sur réellement les conséquences que ça peut avoir sur le déroulement des grossesses. Le risque de fausse couche semble multiplié par 2, celui d'accouchement prématuré par 3,5, c'est énorme. Le risque d'hypotrophie fétale est lui aussi augmenté. Par des mécanismes, c'est vrai qu'Anne-Laure l'a un peu évoqué, mais on n'a pas trop le temps d'en parler ici, mais il y a des sécrétions d'hormones de stress par la mère, ça peut influencer la perfusion placentaire, et ça peut même aussi, cet état de stress chronique peut entraîner des modifications épigénétiques chez le fœtus qui seront potentiellement transmises ensuite aux générations suivantes. Un risque d'hématome rétroplacentaire, pardon pour l'acronyme, c'est nous dans notre champ d'exercice, l'HRP, voilà, c'est très connu, mais je pense que peut-être dans le public ici, un HRP, c'est un hématome rétroplacentaire, c'est une situation à très haut risque, une situation qui interdit par exemple le transfert maternel, avec un risque de décès fœtal qui est de 40%, c'est énorme. Voilà. Donc c'est multifactoriel, les causes de l'hématome rétroplacentaire, mais ça peut être un traumatisme, ça peut être aussi un tabagisme, ça peut être voilà, des états différents, mais qu'on retrouve quand même plus souvent chez les femmes victimes de violences intrafamiliales. Tout ceci entraîne très souvent chez ces patientes des consultations itératives en urgence pour des troubles divers et variés qui sont souvent peu évocateurs des situations, comme des lombalgies, des céphalées, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et très souvent, avec ces consultations itératives en urgence, au contraire, on a des consultations programmées qui ne sont pas honorées. Tout ça, c'est des signes qui doivent attirer l'attention des équipes et pour lesquels on essaie de former toutes nos équipes d'accueil d'urgence à la maternité. Donc là, c'est un schéma que j'ai extrait d'une présentation qui a eu lieu à la journée du 10 octobre dernier. On avait fait une journée du réseau Périnatalité Nouvelle-Aquitaine pour travailler sur les violences faites aux femmes et la vulnérabilité maternelle et fétale qui en est la conséquence. Donc, vous voyez en rouge, c'est ce dont on parle depuis ce matin, repérer et dépister, c'est quand même le départ, mais ça doit être absolument accompagné de l'évaluation, de l'accompagnement, du parcours de soins. Donc le réseau Périnatalité Nouvelle-Aquitaine, comme son nom l'indique, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une nouvelle région, c'est le rassemblement de la région Poitou-Charentes, Ancienne Aquitaine ou Aquitaine et Limousin. C'est une grande région sur le plan géographique avec de grandes disparités dans les territoires, des situations très différentes, des besoins aussi très différents. Ce réseau a été créé il y a 2 ans. La région en superficie est légèrement plus grande que l'Autriche. Donc c'est pour vous situer un petit peu aussi les défis auxquels on est confronté.
Donc le réseau Périnatalité Nouvelle-Aquitaine, c'est une association de loi de 1901 qui regroupe tous les acteurs de la périnatalité qui veulent y adhérer. Voilà, l'adhésion est gratuite et volontaire, et donc on se retrouve avec tous les établissements de santé impliqués dans la périnatalité, ceux qui pratiquent des accouchements, les centres de naissance, et les personnes physiques, les sages-femmes, les obstétriciens, les pédiatres, les psychiatres qui exercent en périnatalité, les infirmières puéricultrices, assistantes sociales, éventuellement des généralistes qui eux aussi s'occupent des femmes enceintes et peuvent aider dans le dispositif, les radiologues. Donc l'objectif du réseau, qui nous a été fixé avec nos missions par l'ARS, est de renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge en périnatalité. Donc c'est vaste, c'est ambitieux. 3 grands types de missions ont été prédéfinis, en obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie. Donc là, j'ai fait une diapo un peu vide parce que vous allez voir la suivante, elle est très très difficile à lire. Donc c'est le fonctionnement opérationnel de notre réseau qui en fait n'est pas pyramidal. On a des acteurs de terrain, des usagers qui sont vraiment à la base des réflexions et des projets. On a des correspondants territoriaux qui sont les sages-femmes territoriales du réseau, le comité scientifique auquel j'appartiens, la coordination médicale et générale qui en ce moment est assurée par Émilie Roquin-Wagner, qui est pédiatre. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de notre réseau avec les acteurs de terrain, les usagers, des liens entre la ville et l'hôpital, entre les établissements de santé, qu'ils soient privés ou publics, et tout le réseau qui met en commun voilà, des projets, des travaux, des prises en charge qu'on essaie d'harmoniser entre tous ces acteurs. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi dans le réseau qui a de vastes missions et beaucoup d'acteurs, de vous présenter dans les groupes de travail ceux qui sont particulièrement rattachés au thème des violences au sein du couple en période de périnatale. Donc les groupes de travail au sein du réseau sont un espace de réflexion et d'appui pour les projets. Ils améliorent donc l'harmonisation des pratiques entre les établissements, entre les acteurs de santé. Ils sont animés par un responsable et avec un référent du comité scientifique. Et donc les 2 groupes qui me paraissent les plus en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est celui qui concerne les vulnérabilités maternelles et parentales. 157 membres se réunissent, pas tous en même temps. On a des conférences par visioconférence ou par téléphone, et puis 2 journées annuelles ou 3 maximum. Mais les échanges actuels avec les nouvelles technologies sont très riches. Et donc le groupe du nouveau-né vulnérable qui compte 110 membres, vous voyez, donc c'est vraiment des groupes bien fournis. Je vous présente aussi, pour exemple de notre caractère pluridisciplinaire, les membres du comité scientifique qui sont particulièrement rattachés à ce thème. Donc vous voyez que les origines, les bases de ces praticiens sont dans la grande région Limoges, Bordeaux, Poitiers, et concerne aussi bien donc, des psychiatres, pédiatres. Nous avons une sage-femme qui est aussi épidémiologiste et qui d'ailleurs est un garçon. Voilà. Elisabeth Latini, qui est à Charles Perrin, qui est psychiatre, qui est psychologue. Christine Renelli, qui est psychiatre et qui dirige l'UME de Limoges. Voilà. Donc, en fait, dans le groupe Maternité vulnérable, il y a tellement de thèmes à aborder que nous avons dû les diviser et nous avons constitué 5 sous-groupes qui concernent les addictions, l'entretien prénatal précoce, comment l'améliorer, comment le répandre, parce qu'il peut être vraiment aussi un outil de détection de ces femmes en situation de vulnérabilité et dans des situations de violence intrafamiliale, l'élaboration d'un outil de repérage, les situations de précarité et enfin les violences intrafamiliales et leur prise en charge proprement dite avec un parcours de soins que nous voudrions établir sur la grande région. Bien sûr, il y a des liens entre les travaux de tous ces groupes. Le but est d'établir donc un parcours de soins pour ces femmes en situation de vulnérabilité
avec des vulnérabilités qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent intriquées. Donc le but, c'est de les repérer, les identifier, les orienter, les accompagner vers une prise en charge adaptée, avec une nécessité impérative, on le sent, de former les soignants sur le terrain, à la fois pour l'écoute et pour l'orientation, parce que très souvent, une sage-femme aux urgences va repérer une situation et ne saura pas comment donner suite à ce qu'elle a vu ou perçu. Voilà, là, donc les deux sous-groupes qui m'ont semblé les plus en rapport dans la vulnérabilité maternelle, c'est l'outil de repérage. Donc ce sous-groupe travaille, c'est un projet ambitieux qui va nous prendre, qui évolue depuis 2 ans et qui va encore nous prendre, je pense, peut-être encore 2 ans. Donc nous travaillons sur l'élaboration d'un auto-questionnaire de repérage des vulnérabilités parentales. Donc un auto-questionnaire qui serait distribué au niveau des consultations en début de grossesse et qui comporterait des questions balayant différents champs auxquels la femme pourrait répondre et qui nous permettraient de les repérer et éventuellement de les recontacter, de leur proposer un soutien. Bien sûr, cet outil de repérage doit s'inscrire dans un parcours de soins parce qu'il est délétère de repérer sans prendre en charge. Et dans le sous-groupe violence intrafamiliale, nous sommes en train d'élaborer un document qui sera destiné aux professionnels de la périnatalité dans toute la grande région, qui est une proposition de parcours de soins d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Dans ce sous-groupe violence intrafamiliale, il y a déjà des sages-femmes des territoires qui ont des grandes expériences de la formation et de la communication avec les professionnels de terrain sur ce sujet, et nous nous sommes appuyés sur leurs travaux. C'est pour ça que je vous disais que vraiment le fonctionnement du réseau, c'est pas pyramidal, ou alors c'est pyramidal mais en ascendant. Voilà, ça part vraiment des acteurs de terrain. Et donc ces professionnels ont déjà créé des documents et des matériels, des outils d'information pour les professionnels de santé. Et notre ambition serait d'identifier des référents violences dans toutes les maternités, de faire un lien avec l'axe 4 du projet territorial de santé mentale. Pour l'auto-questionnaire, donc qui est notre grand projet actuellement, l'élaboration s'appuie bien sûr sur des expériences qui ont déjà été validées. Il y a beaucoup de pays où le repérage de ces femmes victimes de violences pendant la grossesse ou en période périnatale est plus avancé, pourrait-on dire, que chez nous, et plus structuré en tout cas. Donc nous avons rencontré une psychiatre très titrée et qui parle très bien français, ce qui pour nous est un avantage, et qui donc exerce à Sydney, en Australie, et qui est venue le 10 octobre dernier pour nous aider dans nos travaux et dans l'élaboration de tous ces projets. Là, je vous présente les 2 questions qui seront dans cet auto-questionnaire et sur lesquelles nous travaillons. Alors, ça peut sembler un peu étrange de travailler sur 2 questions comme ça pendant 2 ans. Mais chaque mot doit être pesé. Et puis, il y a d'autres questions qui couvrent les autres champs, bien sûr, notamment l'addiction, la précarité économique. Voilà. Mais ces 2 questions-là, on est encore en train de les finaliser, mais on est presque parvenu, je pense, à un consensus. Donc, la première, c'est: au cours de votre vie, avez-vous déjà été victime de violences verbales, physiques, sexuelles, psychologiques, harcèlement, humiliation, avec 3 cases, jamais, parfois, souvent. Vous sentez-vous en sécurité avec votre partenaire actuel? Donc là, on a laissé une case quand même, pas de partenaire, parce que c'est pas si rare, tout le temps, pas toujours, rarement. Et nous pensons encore améliorer ces questions. Voilà. Donc l'auto-questionnaire sera idéalement proposé tôt dans la grossesse à toutes les femmes enceintes. Donc c'est là où est le défi. Et on le rapprochera ou on l'accrochera, suivant ce que nous pourrons faire, à l'entretien prénatal précoce qui est déjà en place, mais qui a du mal à prendre sa place, justement.
Cet auto-questionnaire constitue un projet complet d'innovation organisationnelle dans la prise en charge de ces femmes. Et nous sommes donc, comme vous l'avez compris, encore en phase d'élaboration. Elle aura possiblement un impact sur les fonctionnements actuels en termes de soins délivrés à ces femmes. Et donc le réseau périnatalité, dans ce domaine, s'oriente vers un projet global centré sur la vulnérabilité de la mère, de la femme enceinte, du petit, allant donc de l'anténatal à l'enfant. Et je voulais juste vous signaler, pour leur rendre hommage, que nos collègues pédiatres ont abouti dans le réseau périnatalité un projet sur le nouveau-né vulnérable en établissant des cahiers pour suivre ces enfants dans leurs 7 premières années de vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, Béatrice Larieux, avocat au barreau de Bordeaux. J'ai entendu votre présentation, c'était très intéressant. Y a-t-il une place pour la justice dans votre réseau? Et notamment, êtes-vous en contact et en lien avec le juge des enfants, qui est le juge de l'enfant en danger? Pas directement avec la justice, comme je l'ai évoqué, on travaille beaucoup plus avec les conseils départementaux, puisqu'on n'est plus censé saisir le procureur, puisqu'on ne peut plus saisir les juges d'ailleurs, on saisit un procureur maintenant en tant que médecin en premier niveau, et on est censé passer par la cellule de recueil des informations préoccupantes avant toute chose, sauf quand l'enfant est en danger vital. Donc il nous arrive de plus en plus rarement, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'ai connu une époque où on était en lien direct potentiel avec les JE, et où on pouvait échanger sur la meilleure des stratégies et l'élaborer ensemble, et c'était un vrai travail multidisciplinaire avec la justice qu'on a perdu avec la loi de 2007, que moi je déplore beaucoup, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que passer par la CRIP, c'est quelque chose de plus compliqué, et on a un accès moins direct parce que c'est très large, les recueils des informations préoccupantes. Après, dans le réseau, je ne pense pas qu'on ait pour l'instant le projet d'associer la justice. Non, pas pour l'instant. Après, dans le groupe sur les violences faites aux femmes, oui, sur le terrain, bien sûr, on a des liens avec les acteurs de terrain, y compris la justice et aussi les forces de l'ordre. Voilà, bien sûr. Quand les femmes sont repérées dans votre dispositif, est-ce que vous les orientez justement voilà, pour faciliter une éventuelle séparation du couple, que l'enfant soit né ou pas encore, ou pour porter plainte si c'est leur souhait? Alors je ne sais pas jusqu'à quel point elles s'ouvrent auprès de vous sur ces questionnements-là, mais peut-être que... En fait, on n'est pas un réseau de soins, on est un réseau où on va former tous les acteurs de terrain en périnatalité à prendre en charge. Donc on leur sert de référence, on leur offre, s'ils le veulent, s'ils ont besoin, des guides de prise en charge dans certaines thématiques. Ce n'est pas le réseau directement, puisqu'on n'est pas un réseau de soins, mais on est un réseau de soutien pour les acteurs de la périnatalité, à la fois d'information, de formation et de conduite à tenir, de référence. Bonjour, merci pour toutes ces informations vraiment très, très éclairantes. Alors, moi, je suis peut-être une question un peu naïve, mais je ne suis pas médecin, donc je découvre des problèmes. Est-ce que la grossesse, la première grossesse, est vraiment souvent un facteur déclenchant de violence au sein de la famille, du couple? Est-ce que ça signifie que finalement c'est pour la personne violente, le conjoint, c'est parce que c'est pas désiré, c'est une violence qui n'est pas désirée, ou parce qu'il a peur pour sa position, son statut? Est-ce que vous avez des éléments sur ces données-là? Alors c'est vrai que c'est une question à laquelle il n'est pas très simple de répondre d'une façon tranchée. En fait, l'être humain est quand même complexe et il peut y avoir des grossesses désirées avec des violences. Ce n'est pas parce qu'un couple, par exemple, sera marié ou bien que ce sera un couple en union libre ou un couple où chacun vit de son côté qu'il y aura moins de violence dans un cas ou plus dans un autre. C'est vraiment malheureusement équitablement réparti. Et on voit effectivement même parfois des grossesses programmées, prévues, désirées, où la violence émerge. Je pense que c'est en lien, comme disait Anne-Laure, beaucoup avec les antécédents des acteurs de ce couple. Je pense qu'en fonction de ce que les personnes ont vécu, c'est pour ça aussi que j'ai parlé un peu de l'épigénétique, parce que les modifications comme ça du génome sur des pressions hormonales chroniques, ça peut effectivement avoir aussi des conséquences ensuite comportementales et qui sont inscrites dans le génotype.
Ce qu'on peut tout juste souligner dans l'étude ELF, qui est quand même représentative de la France à l'heure actuelle, c'est que plus le couple a une habitude de vie ancienne, plus le risque de violence diminue. Ça, c'est un truc très global, mais comme peuvent être les résultats des études épidémiologiques. Classiquement, en facteur de risque de violence périnatale, on a la pauvreté, l'addiction. Est-ce que ça touche en fait toutes les couches de population ou c'est vraiment cantonné à ce type de population? Oui. Même des milieux très favorisés peuvent être concernés. Alors oui, non. Dans l'imaginaire collectif. Oui, non. Même pour moi, par exemple, évidemment, bon, c'est facile, on sait que les patients les plus vulnérables sont sensibles. Eh bien non, justement, il faut être très attentif. Non. Ça touche bien toutes les C'est pas le niveau socio-culturel ou l'environnement, c'est la durée du couple. Parce qu'il peut y avoir des couples qui ont de graves problèmes d'addiction qui n'ont aucun problème de violence. Oui. Et c'est pour ça qu'un questionnaire systématique, il faut poser la question à tout le monde.